Le chauffeur du car, là. Bon, on va l'attendre si vous voulez. Notre-Dame de Chartres, sur la droite, derrière nous, élevant l'honneur de la Vierge Marie et de sa tunique, est un très bel édifice. Triomphe de l'art gothique, elle figure sur la liste du patrimoine mondial établi par l'UNESCO. 5 édifices précèdent la construction de la cathédrale actuelle. En 1020, Fulbert, évêque de Chartres, fit construire la cathédrale romane. En 1134, un incendie ravage une grande partie de la ville, dont les bâtiments proches de la cathédrale, mais épargne celle-ci. On décide alors de profiter de l'espace dégagé pour procéder à des transformations. Un mur est construit dans l'alignement de la base des 2 tours. On y perce les 3 portails du portail royal que l'on peut admirer de nos jours. C'est l'entrée principale. 60 ans plus tard, en 1194, la foudre enflamme le clocher nord, en bois, qui en s'effondrant sur la cathédrale romane provoque l'incendie de celle-ci. Seule la crypte et la façade récente de 1134 sont sauvées. La reconstruction de la cathédrale gothique commence dans l'année, en 1194. Le rosaire est terminé pratiquement en 30 ans, c'est peu. Généralement, il faut plus d'1 siècle pour construire une cathédrale de cette importance. Elle est donc harmonieuse, homogène, car elle a été construite 3 fois plus vite. Une chose cependant est particulière, vous l'avez sans doute remarqué, ce sont les flèches qui sont différentes. 400 ans les séparent. Au début du XVIe siècle, la flèche du clocher neuf, au nord, sur la gauche, qui mesure 115 mètres, a été construite par Jean Texier des Géants de Beauce. Elle est dans le plus pur style gothique flamboyant, chargé d'ornements et de dentelles. On peut visiter son clocher. Elle contraste avec la simplicité de sa voisine de droite. La flèche du clocher vieux mesure 103 mètres. Elle est creuse, vide, il n'y a aucune charpente, aucune poutre ne la soutient. Les pierres se superposent un peu comme les écailles d'un poisson. La ville de Chartres, qui nous intéressera plus pour notre visite, a été construite sur un plateau qui domine la vallée de l'Eure. C'est pour cette raison qu'on aperçoit la cathédrale à 7 km, quel que soit l'endroit d'où l'on arrive. Certains jours partent en clair. On découvre les 2 flèches irréprochables de certains endroits à plus de 30 km, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Alors par mesure de sécurité, je vous demanderai de ne pas vous pencher, de conserver vos effets personnels à l'intérieur, de ne pas éjecter vos maris, mesdames, de ne pas vous lever ou descendre en marche. Eh bien attention, nous voici partis. Alors vous êtes à bord du PTGV, le petit train à grande vitesse. La seule différence avec le TGV qui fait 315 km en 1 heure, c'est que nous mettons 1 semaine pour les faire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai également que nous crevons plus souvent que le TGV, par contre nous ne déraillons jamais et nous ne sommes jamais en grève. Notre sport national. Nous commençons notre périple sur la droite, sur le parvis de la cathédrale, là où se trouvent les cailloux, les graviers, de nombreuses fouilles archéologiques qui ont duré 4 à 5 ans, qui ont été recouvertes il y a une douzaine d'années. Ces fouilles archéologiques ont permis de révéler l'existence d'un vaste tribunal romain du début de l'ère chrétienne, ainsi que des maisons canoniales du XIIe siècle détruites à la fin du XIXe. Les caves souterraines sous ces fouilles descendaient à plus de 19 mètres de profondeur. Elles servaient d'abri antyrien durant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette Seconde Guerre mondiale, on avait protégé la cathédrale en installant des sacs de sable autour jusqu'au premier étage. Les vitraux ont été démontés en 15 jours, en 1940, puis mis à l'abri dans la crypte, mais également dans des grottes en Dordogne. Ils ont été réinstallés en 1948. On n'avait pas mis les vitraux au même endroit, au cas où ils seraient détruits. Ils n'auraient pas tous été détruits en même temps. D'ailleurs, durant la Première Guerre mondiale, les vitraux ont également été démontés. En 26, une maison du XVIe siècle qui est devenue l'évêché, la maison de l'évêque. Elle appartenait au XVIIe siècle à Monsieur de Champeau, qui inspira Molière pour l'Avare. La porte Châtelet, disparue de nos jours, a été édifiée au bas de la rue que nous sommes en train d'emprunter. Les portes sont devenues des places. À gauche, le monument érigé en hommage aux soldats tombés pendant la guerre franco-allemande de 1870, derrière l'autocar.
C'est rare d'avoir un monument de cette guerre. À gauche, derrière le train, derrière vous, la médiathèque imposante avec sa grande tour de l'horloge. Créée en 1928 par l'architecte Brandon qui s'inspira du gothique. On l'appelait de façon amusante Notre-Dame-des-Postes. Un kiosque à musique de la fin du 19e siècle rappelle que l'on dansait ici, qu'on venait écouter l'orchestre. La bourgeoisie, les rentiers, aimaient discuter, se promener, mais surtout se montrer ici. Les bâtisses bourgeoises sur la droite datent donc de la deuxième partie du 19e siècle. Les lits, c'étaient les barres de bois auxquelles on attachait les chevaux du marché. Un peu plus loin sur la gauche se trouve l'entrée de la maison d'arrêt. La prison est installée depuis 1799 dans l'ancien couvent des Carmélites du XVIIe siècle. Elle compte de nos jours environ 125 détenus. Les cellules sont petites, la prison n'est plus adaptée aux conditions de détention actuelles. À gauche également, l'entrée d'origine avec au-dessus les inscriptions indiquant la maison d'arrêt, de justice et de correction. À gauche, au bout de la rue Sainte-Thérèse, sur une petite place, avaient lieu les exécutions capitales lorsqu'elles étaient publiques, à partir de la Révolution française. La guillotine a été installée pour la dernière fois en 1931 pour un jeune ouvrier agricole qui avait oxy avec une barre de fer un couple de tailleurs pour des vêtements et un peu d'argent. Les portes du cloître étaient fermées la nuit, on y exerçait le droit d'asile. À présent, nous allons descendre vers la rivière de Chartres, l'Eure, par la rue Muret. La rue Muret fut l'une des premières rues à être pavée au XIIe siècle, afin de permettre aux chariots, tirés par les chevaux, d'apporter matériaux et matériel nécessaires à la construction de la cathédrale. On avait pavé la route pour empêcher les chevaux de glisser, les calèches de s'enliser dans la boue partant de pluie. À gauche, au second plan, l'ancienne chapelle des Carmélites, aujourd'hui palais de justice. Là oui, la porte jaune, et les escaliers, derrière la barrière au fond. Dans ce palais de justice que je connais bien, que j'ai fêté la semaine dernière, mesdames et mesdemoiselles, mon 75e divorce. À gauche également, le mur de la prison dont je vous ai déjà parlé, dans laquelle j'ai fait de nombreux stages pour conduite en état d'ivresse, séquestration de mes enfants, brutalité sur mes anciennes femmes, kidnapping des enfants du petit train. Bon, j'arrête là car la liste est longue. Je voulais vous rassurer pour la conduite en état d'ivresse, simplement, avant la grande descente où nous perdons régulièrement le dernier wagon. À droite se trouvent des maisons à pignons et encore bellement du XIVe siècle. Regardez les poutres qui soutiennent le premier étage. La taxe d'habitation au Moyen-Âge était basée sur la surface au sol. Grâce à cette technique de l'encorbellement, on a un premier étage plus grand que le rez-de-chaussée. On payait donc moins d'impôts par rapport à la surface que l'on habitait.